C'est un choc absolu, une véritable claque monumentale en plein visage. Ah oui, complètement. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette œuvre est extraordinaire. Il s'agit de Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Une lecture qui marque à vie. C'est une plongée vertigineuse dans l'une des luttes humaines et politiques les plus intenses de l'histoire, face à l'oppression raciale. Électrisant. Le mot est juste. L'homme au centre de tout, c'est Rolly Lala, le jeune fauteur de troubles devenu une icône mondiale. L'histoire nous jette directement dans une minuscule cellule humide, entourée par le fracas des vagues et les aboiements constants des gardiens de prison. On n'a pas le temps de respirer. C'est l'histoire d'un combattant acharné et violent qui a fini par s'allier avec ses propres bourreaux pour arracher la victoire. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, la survie de toute une nation, déchirée et au bord du bain de sang, en dépendait totalement. Et c'est fait de contradictions extrêmes. On a souvent cette image d'Épinal en tête, l'image du vieux sage pacifiste et souriant. Ouais, le grand-père bienveillant, quoi. Exactement. Mais on oublie le processus. On n'est pas figure historique de cette envergure. On le devient à travers un cheminement d'une brutalité inouïe. Bon, décortiquons tout ça. L'histoire ne commence pas du tout dans ce tumulte international. Il faut s'imaginer en 1918, bien loin de l'agitation politique, dans le tout petit village de Mvezo. Un autre monde, vraiment. Le récit nous fait découvrir un jeune garçon profondément ancré dans la culture Xhosa, élevé au sein de la famille royale des Tembus. Et ce qui frappe immédiatement à la lecture, c'est son prénom de naissance, Rolilala. Ce qui signifie littéralement le fauteur de troubles. C'est presque prophétique. C'est un programme politique à lui tout seul. Mais très vite, on ressent le poids écrasant de l'héritage colonial. Lors de son premier jour dans une école religieuse britannique, on lui impose, comme ça, un prénom occidental. Ça devient Nelson. C'est un passage d'une grande violence symbolique. Changer le nom d'un enfant sans aucune raison valable. C'est effacer son identité. Voilà, c'est la toute première étape d'un système qui cherche insidieusement à gommer une culture. On le ressent viscéralement en lisant ces pages. Mais c'est pas ce changement de nom qui va forger son caractère. Il y a cet événement au milieu de l'enfance, avec un âne. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont les leçons les plus profondes naissent dans des moments d'apparence complètement triviales. L'histoire raconte ce moment où le jeune garçon tente de monter un âne particulièrement indiscipliné. Et ça se passe mal. Évidemment, il finit par être jeté à terre dans la poussière. Et là, tous les autres enfants autour éclatent de rire. La honte totale. On a tous en tête le sentiment de ces humiliations enfantines, cette sensation de brûlure. La réaction normale, ce serait la colère ou l'envie de taper. Précisément. Mais la conclusion qu'il tire de cette humiliation va devenir la colonne vertébrale de toute sa doctrine politique future. C'est-à-dire, Il comprend intimement qu'humilier quelqu'un, le rabaisser publiquement devant ses pairs, c'est lui infliger une souffrance totalement inutile. Il réalise dès cet âge qu'un véritable leader doit vaincre ses adversaires sans jamais les déshonorer. c'est fou quand on y pense. La graine de la grande réconciliation nationale qui aura lieu des décennies plus tard, elle est plantée là. Fou, au milieu des rires et de la poussière, le refus absolu de l'humiliation. Voici où ça devient vraiment intéressant. Cette recherche absolue de la dignité, on la retrouve magnifiquement illustrée bien plus tard, à Johannesburg. Ah oui, la fameuse scène. Le jeune homme a maintenant 23 ans. Il travaille dans un cabinet juridique avec son collègue africain Gaour. Et il faut se rendre compte que le racisme n'est pas seulement inscrit dans les textes de loi, il flotte dans l'air. Il imprègne chaque minute de la journée. Exactement. La secrétaire blanche du cabinet, Miss Lieberman, s'approche et leur propose très courtoisement de prendre le thé ensemble, Une apparente bienveillance. qui cache un piège redoutable. Parce que pour bien marquer la ségrégation, elle sort 2 vieilles tasses ébréchées, usagées, qu'elle réserve exclusivement aux employés noirs du cabinet. La belle porcelaine, elle la garde pour elle. Voilà. Face à ça, s'il s'énerve, il valide les pires préjugés raciaux de l'époque, il passe pour le type agressif, Mais s'il l'accepte en silence, il se soumet. alors il opte pour une ruse d'une élégance suprême. Il la regarde et prétend, avec le plus grand calme, ne tout simplement pas avoir soif. C'est du génie social, franchement. En refusant la tasse usagée sans exploser de colère, il préserve sa dignité totale. Le message passe, sans aucun scandale. Et cette quête d'égalité pure, non négociable, elle trouve un autre exutoire fascinant tout au long du récit. La passion pour la boxe. Les descriptions des salles d'entraînement sont d'ailleurs fabuleuses à lire. Parce que le ring est décrit presque comme un espace sacré, en décalage total avec la réalité du pays. Pourquoi spécifiquement la boxe?
Parce qu'entre les cordes du ring, les règles aberrantes de l'apartheid s'évaporent. L'âge, la richesse et surtout la couleur de la peau n'ont plus aucune prise. Il ne reste que deux corps, la stratégie, la technique. C'est un face-à-face d'égal à égal. La méritocratie absolue. C'est le seul microcosme dans ce pays malade où seul le mérite détermine l'issue. Mais malheureusement, à l'extérieur de ce ring, la société sud-africaine plonge dans les ténèbres. On arrive en 1948 et là, on bascule dans un cauchemar institutionnalisé. Avec la victoire électorale du Parti national, L'histoire décrit la mise en place d'une véritable machine bureaucratique à broyer l'humanité. C'est glaçant de lire l'horreur de lois comme le Groupe Areas Act. l'apartheid devient une doctrine d'État implacable. Ce n'était pas juste une notion sur un bout de papier, c'était des quartiers entiers ségrégués. Imaginez des familles à qui l'on dit du jour au lendemain de quitter leur maison, juste à cause de leur couleur de peau. Le déracinement total. Et ça ne s'arrête pas là. Des couvre-feux stricts à 23 heures, la privation totale des droits civiques, c'est un monde dystopique où utiliser la mauvaise fontaine d'eau devient un délit. Passible de prison. Face à ça, ce jeune avocat se jette à corps perdu dans le militantisme. Il rejoint l'ANC, le Congrès national africain. Si on relie ça à la situation globale, on observe le basculement psychologique inéditable d'un homme face à un État devenu complètement totalitaire. L'histoire montre avec une précision clinique comment un militantisme d'abord pacifique se heurte à un mur. L'État répond aux grèves par des balles. C'est la fin de l'innocence. Et c'est là qu'intervient une rupture intellectuelle majeure. La réflexion posée dans les pages est froide, pragmatique et terrible. La non-violence ne peut plus être considérée comme un principe moral absolu. Elle est devenue une stratégie inefficace. Exactement. Face à des mitraillettes, la passivité est suicidaire. Ce constat mène à la décision monumentale de cofonder Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. L'avocat en costume cravate s'efface pour passer dans la clandestinité. Il étudie les manuels de guérilla et orchestre des sabotages. Et au milieu de cette fuite en avant, l'histoire nous transporte lors d'un voyage clandestin à Oujda, au Maroc. En pleine guerre d'Algérie, Oui, il assiste à un grand défilé militaire depuis une tribune. La fanfare passe, martiale. Et soudain, lui et ses compagnons se mettent à applaudir frénétiquement un chef de bataillon noir. un réflexe presque viscéral. Et là, c'est l'électrochoc absolu. Il regarde autour de lui et réalise avec effroi qu'ils n'ont applaudi cet homme que pour sa couleur de peau. C'est une révération brutale. Il prend conscience de la puissance phénoménale et très dangereuse du nationalisme ethnique. Il réalise que l'instinct tribal existe puissamment, même chez lui, un homme qui consacre son existence entière à combattre le racisme. Cela soulève une question importante, celle du sacrifice absolu. Parce que s'engager sur une voie aussi radicale, c'est accepter de voir sa vie personnelle totalement pulvérisée. Les proches paient le prix fort. L'histoire ne fait aucune concession sur le coût humain déchirant de cette rébellion. D'abord avec son premier mariage, avec Evelyn Madiz. L'union ne résiste pas à la clandestinité. L'absence physique et émotionnelle constante finit par détruire leur foyer. Elle part. Puis il y a ce second mariage, avec Winnie. Et là, la tragédie prend une forme encore plus sombre. Pendant que lui finit par être isolé entre quatre murs, c'est elle qui reste à l'extérieur. C'est elle qui encaisse de plein fouet la vengeance de l'État. Le harcèlement continue, les raids de police au milieu de la nuit. Cette pression inhumaine finit par pousser Winnie vers une radicalisation politique d'une grande violence. Le combat pour la liberté arrache une part d'humanité à ses propres proches. La séparation physique définitive avec ce monde extérieur se produit en 1964. C'est la scène du fameux procès. L'histoire retranscrit ce moment suspendu dans le temps. Face au juge suprême de l'apartheid. La peine de mort semble la seule issue possible. La déclaration faite à la barre donne des frissons. Il dit que l'idéal d'une société démocratique est un idéal pour lequel il espère vivre, mais pour lequel, si nécessaire, il est prêt à mourir. C'est le défi ultime jeté à un régime de terreur. La sentence tombe finalement. La prison à perpétuité. C'est le début d'un chapitre terrifiant. Le cauchemar de Robben Island. L'environnement décrit dans le livre est apocalyptique. Des cellules glaciales, minuscules. Des travaux forcés éreintants dans des carrières de calcaire. La réverbération du soleil blanc abîme la vue des détenus de manière irréversible. L'objectif n'est pas de les garder enfermés. L'objectif est de briser leur esprit en morceaux. D'autant plus que l'apartheid se poursuit à l'intérieur même des murs de la prison. C'est hallucinant, non ?
Les prisonniers noirs reçoivent des rations inférieures, dorment sur des nattes fines posées sur la pierre gelée. C'est une entreprise de démolition physique et mentale. Et pourtant, c'est précisément au cœur de ce laboratoire de l'horreur que l'esprit humain révèle toute sa complexité. La dynamique avec les geôliers est prodigieuse. Prenons l'exemple glaçant du directeur de la prison, un certain Badenhorst, un homme réputé pour sa méchanceté sans bornes. La réaction basique face à un tel bourreau serait la haine. Mais le prisonnier refuse de boire ce poison. Par un comportement d'une courtoisie et d'une dignité absolue, il va chercher la faille. Il va creuser pour trouver la moindre étincelle d'honnêteté enfuie chez cet homme. C'est un exercice psychologique de haute voltige. Et la conclusion qu'il en tire est troublante. Il comprend que Badenhorst n'est pas né monstre. C'est la structure même de l'apartheid qui a cultivé et récompensé cette inhumanité en lui. Séparer l'homme du système qui l'a corrompu. C'est le bouclier qui permet de ne pas sombrer dans la démence. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que ce lieu funeste se transforme de manière ahurissante en un véritable centre de commandement moral. C'est stupéfiant de découvrir qu'il parvient à créer une véritable université clandestine. Le savoir devient la meilleure arme de contre-attaque. Et les prisonniers s'éduquent secrètement les uns les autres pendant qu'ils cassent des pierres. De l'histoire, de l'économie, de la stratégie politique. Il réussit même à orchestrer des grèves de la faim extrêmement bien organisées. Il prouve de façon retentissante que rien ne l'empêche pas de s'organiser. Le corps est derrière d'épaisses grilles, mais l'esprit maintient une guérilla de chaque instant. Et cette guerre d'usure morale va finir par ronger le pouvoir en place. Les années deviennent des décennies. Le récit nous projette soudainement en 1985. À l'extérieur, le pays est en feu. Les sanctions économiques étranglent le régime, de violentes émeutes ensanglantent les townships, le gouvernement sud-africain, acculé, cherche une issue de secours. Ils offrent la liberté conditionnelle au prisonnier le plus célèbre du monde. Le marché proposé semble simple. Le président offre de le libérer immédiatement s'il accepte de renoncer publiquement et définitivement à la violence politique. Et la réponse du prisonnier est un refus retentissant, un non catégorique. L'argumentation est imparable. Quelle liberté m'est offerte si l'organisation politique de mon peuple reste strictement interdite? Il déclare que seuls les hommes libres peuvent négocier. Il choisit de rester dans l'enfer de sa cellule plutôt que d'accepter une liberté mutilée. Il faudra attendre encore 5 ans, jusqu'en 1990. Le jour où l'homme sort enfin de prison, après 27 incroyables années de captivité, le monde entier retient son souffle. L'onde de choc émotionnel à l'échelle planétaire est immense. Mais là, attention, ce n'est pas le point final du livre. Le vrai danger commence. C'est ici qu'émerge le paradoxe absolu du leadership. Des négociations secrètes avaient déjà commencé avec le président de l'époque, Frédéric de Klerk. C'est totalement contre-intuitif pour beaucoup de ses partisans. Il comprend que pour faire la paix avec un ennemi implacable, il ne suffit pas de lui pardonner vaguement, il faut travailler activement avec lui. Transformer ce régime honni en partenaire politique. C'est de la pure survie. Ils doivent avancer ensemble ou le pays tout entier va s'effondrer dans un océan de sang. Et le suspense politique dans ces pages est à couper le souffle. On lit la destruction officielle des textes de l'apartheid en 1991, on vibre lors de la remise du prix Nobel de la paix conjoint en 1993, mais le pays est une poudrière monumentale. La tension est maximale. Les tueries s'intensifient entre les factions, entre les extrémistes armés. Le spectre d'une guerre civile totale plane lourdement. Comment un homme qui sort de 27 ans de torture trouve-t-il les ressources pour retenir la vengeance légitime de millions de personnes oppressées? C'est un véritable miracle politique. Comment réussit-il l'exploit d'imposer l'idée folle d'une nation arc-en-ciel pour éviter le carnage et devenir le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994? Pour ressentir la chaleur de ces jours de braise, il faut absolument s'immerger soi-même. C'est une lecture totalement indispensable. C'est un voyage qui transforme. L'œuvre se conclut d'ailleurs sur une image méditative d'une grande poésie, mais aussi d'une lucidité féroce. Cette fameuse métaphore. Oui, le narrateur confesse qu'après avoir passé sa vie entière à gravir une colline qui semblait insurmontable, la seule chose que l'on découvre arrivé au sommet, c'est l'immensité de toutes les autres collines qu'il reste encore à escalader au loin. La liberté n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une responsabilité permanente. Le repos n'est qu'une illusion éphémère, ce qui nous laisse avec une réflexion vertigineuse pour notre époque. Aujourd'hui, face à la complexité de notre monde moderne, quelles sont ces collines invisibles, ces oppressions insidieuses et ces fractures sociales qu'il nous reste encore collectivement le devoir d'affronter?
Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.